Alors, pour le cours donc de vendredi, nous allons passer au deuxième chapitre des phénomènes de transport. Donc, après avoir terminé donc le transport d'énergie, donc les transferts thermiques, on va s'intéresser donc au transport de particules microscopiques. Alors, on va d'abord présenter donc le phénomène. Alors, dans un milieu matériel, ça c'est obligatoire, ce phénomène ne s'observera jamais dans le vide. En supposant qu'il n'y a pas d'action extérieure sur les particules microscopiques. Alors bien sûr, à la surface de la Terre, il y a toujours un peu le poids, mais c'est souvent négligeable, c'est souvent un phénomène faible sur des particules microscopiques. On va en effet essayer d'expliquer ce phénomène. Donc lorsqu'il y a des zones riches en particules microscopiques, j'entends par particules microscopiques des atomes, des molécules, des ions, des neutrons, des protons, et puis des zones pauvres en ces mêmes particules microscopiques, on observera macroscopiquement, donc à l'échelle humaine, à l'œil nu, un déplacement spontané et irréversible de ces particules microscopiques des zones riches vers les zones pauvres. Donc ça fait penser bien sûr à l'analogie avec le déplacement donc de l'énergie, de la chaleur, des zones chaudes vers les zones froides. Alors j'ai précisé, hein, le déplacement il est macroscopique. On dit aussi, on va expliquer tout à l'heure, que c'est un mouvement moyen, global. C'est-à-dire qu'au niveau microscopique, évidemment, ça va être assez chaotique ce qui va se passer pour les particules microscopiques. Mais par contre, à l'échelle humaine, à l'échelle macroscopique, on va avoir l'impression d'un déplacement global, moyen, macroscopique de ces particules. Alors on va citer quelques exemples pour se fixer un petit peu les idées. Alors par exemple, dans un petit tube en verre, un petit tube à essai en verre qui est fermé aux deux extrémités, donc il y a de l'air dedans, donc l'air c'est le support matériel, donc ici c'est un gaz, eh bien on a placé un petit coton imbibé d'ammoniac, imbibé de NH3 d'ammoniac. Un petit peu plus loin, on a mis des petits cotons imbibés de phénylphtaléine. Alors, chimiquement, l'ammoniac c'est une base et la phénylphtaléine c'est un indicateur coloré. Donc lorsque de l'ammoniac rentre en contact avec la phénylphtaléine elle devient rose. Alors qu'au départ les petits cotons ils sont blancs quoi. Eh bien, on constate effectivement qu'au bout de quelques minutes, le premier coton ici il va commencer à rosir. Et puis une dizaine de minutes plus tard, le deuxième coton aussi va commencer à rosir. Alors ça veut dire que dans l'air au départ, il n'y avait pas du tout de molécules d'ammoniac. Il y en avait uniquement sur le morceau de coton ici. Bon, on considère, on peut expliquer expérimentalement que de l'ammoniac est donc passé dans l'air. Donc de l'ammoniac a quitté le coton et passé dans l'air. Et progressivement s'est déplacé dans l'air jusqu'à atteindre les petits cotons imbibés de phénylphtaléine. Et au bout d'un certain temps, on atteint le deuxième coton. Donc on parlera de déplacement de particules microscopiques, ici les molécules d'ammoniac, dans le support matériel qu'est l'air, le gaz air. Alors de la même façon, bien sûr, si dans la salle de classe on ouvre une bouteille de parfum, par exemple, sur le bureau du professeur, bah, on constate qu'au bout de 15-20 minutes, au fond de la salle, ils vont avoir des sensations olfactives de parfum. C'est-à-dire que les molécules odorantes de parfum, même chose, vont quitter le flacon de parfum, vont passer dans l'air et progressivement vont se déplacer dans l'air et atteindre les narines sensibles des élèves qui sont au fond de la salle. Alors bien sûr, le phénomène, il s'observe aussi dans les liquides. Alors par exemple, si dans un verre d'eau liquide, vous mettez une goutte d'encre colorée. Voilà, ici. Vous mettez une petite goutte d'encre colorée, donc au début il y a juste la petite goutte, et ben, au bout d'un certain temps, si on atteint une bonne dizaine de minutes, on voit qu'il y a un petit peu d'encre dans toutes les... Enfin, il y a de l'encre qui s'est déplacée dans le verre d'eau liquide, un petit peu dans toutes les directions. Et si on attend, je sais pas, une heure par exemple, bah voilà, on n'a pas une couleur homogène, mais enfin on voit bien qu'il y a des molécules d'encre qui se sont déplacées un peu partout dans l'eau. Il y a du bleu un petit peu partout, au bout d'une heure. Donc là, les particules microscopiques, ce sont des molécules colorées d'encre, et le support matériel ici, c'est l'eau liquide, c'est un liquide. Le phénomène s'observera aussi dans les solides. Alors, le bon exemple, effectivement, c'est le dopage des composants électroniques. Alors, par exemple, un composant électronique, il est à base de silicium, et on va le doper, c'est-à-dire qu'on va essayer d'insérer dedans des atomes de bore, par exemple, ou de phosphore, ou d'arsenic, bon, pour fabriquer des composants électroniques. Donc, on prend une plaque de silicium,
assez fine, hein, de l'ordre de 100 micromètres. Et le but, c'est que des atomes de bore, effectivement, viennent se faufiler dans le réseau cristallin du silicium sur à peu près une dizaine de micromètres. C'est suffisant pour le dopage et pour pouvoir les utiliser pour fabriquer, par exemple, des diodes, des transistors. Alors, en fait, effectivement, la plaque de silicium, on va la tremper dans une solution où il y a des atomes de bore, et on va constater, là aussi, que spontanément, les particules microscopiques, les atomes de bore, vont se déplacer dans le milieu matériel qui est le silicium, qui est un matériau solide. Donc dans le réseau cristallin, dans le solide silicium, ils vont se déplacer. Alors, on donnera les ordres de grandeur tout à l'heure, mais enfin, on verra que c'est assez long. Ça va prendre plusieurs jours, effectivement, si on veut qu'ils se déplacent sur à peu près une dizaine de micromètres. Donc ce phénomène physique spontané, irréversible, c'est-à-dire que par exemple, là, les atomes de bore, on les verra jamais ressortir. Une fois qu'il y a de l'encre partout dans le verre d'eau, on ne reverra jamais l'encre se recombiner en une seule goutte. De la même façon, l'ammoniac ne va pas quitter les petits cotons de phénylphtaléine et revenir sur le petit coton où il n'y avait que l'ammoniac, hein. Donc c'est un phénomène qui est réversible, qui est spontané, hein, qui se fait tout seul. Eh bien, si le milieu matériel, donc le support du déplacement des particules, par exemple l'air, le gaz air pour l'ammoniac, l'eau liquide pour l'encre, le silicium solide pour les atomes de bore, donc si ce milieu matériel reste fixe, macroscopiquement, hein, à l'échelle humaine, eh bien on dit que le phénomène de déplacement de ces particules microscopiques s'appelle la diffusion de particules. Alors bien sûr, l'analogie avec la diffusion thermique est très forte, mais là on ne parlera pas de conduction de particules, hein, on parlera uniquement de diffusion de particules. Par contre, si le milieu matériel se déplace macroscopiquement pendant le déplacement des particules microscopiques, donc par exemple, s'il y a des courants d'air dans votre tube à essai avec le déplacement de l'ammoniac, s'il y a un déplacement de l'eau liquide dans le verre d'eau liquide, eh bien on parlera alors de convection naturelle ou forcée de ces particules microscopiques dans le support matériel. Donc ça, c'est quand le support matériel se déplace macroscopiquement. Alors c'est évidemment le cas des fluides. Alors en effet, dans le verre d'eau, on avait mis la goutte d'encre. On peut très bien donc agiter l'eau avec une cuillère à café, par exemple. On peut agiter l'eau, on dit qu'on crée des mouvements convectifs, et évidemment qu'on se doute que ça va accélérer le déplacement donc, de l'encre, et que ça va accélérer la couleur un peu homogène du verre d'eau. De la même façon, dans le tube à essai où il y avait de l'air, on avait mis un coton d'ammoniac. Si jamais vous soufflez dans le tube à essai, ou si jamais vous créez un courant d'air dans le tube à essai, la phénylphtaléine va rosir quasi instantanément. Donc ça va être beaucoup plus rapide. On peut provoquer un courant d'air. Donc la convection peut être naturelle, donc on laisse faire, ou elle peut être forcée, donc on provoque le déplacement du fluide. Alors quand la diffusion et la convection des particules vont coexister, et ça va être le cas systématiquement dans les fluides, les gaz et les liquides, eh bien on constatera que le transport convectif des particules il est beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, beaucoup plus important que le transport diffusif des particules, hein. Alors c'est un petit peu comme en transport thermique, en transfert thermique, hein. C'est extrêmement difficile d'empêcher la convection naturelle dans un fluide, notamment dans les gaz. Ça n'empêche que dans certains exercices, dans certaines applications, on fera l'hypothèse que la convection est négligée. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on verra ça en TD. Dans le tube à essai, si le tube à essai est tout petit, bon, c'est vrai que on arrive à dire qu'il n'y a pas trop de convection naturelle, mais c'est extrêmement difficile d'empêcher totalement la convection naturelle dans un fluide. Alors, ça, c'est la constatation, c'est l'observation du phénomène. Alors bien sûr, à votre programme, on doit vous expliquer un petit peu au niveau microscopique ce qui se passe, à quoi c'est dû. Alors au niveau microscopique, par exemple donc dans l'air, il y a l'agitation thermique des particules microscopiques de l'air, donc du milieu matériel lui-même, donc des molécules de dioxygène ou de diazote. Les particules microscopiques qui vont se déplacer, ce sont les molécules d'ammoniac. Alors mettez-vous à la place d'une molécule d'ammoniac qu'on va placer donc dans l'air. Eh bien, à cause de l'agitation thermique des molécules de dioxygène et de diazote, elle va subir tout un tas de chocs. Donc elle va subir de très nombreux chocs. Alors moi j'aime bien donner l'image, par exemple, de vous, imaginez-vous, on vous met au milieu d'une foule dense, alors c'est pas trop préconisé en ce moment, hein, évidemment, mais vous êtes au milieu d'une foule dense et la foule va vous percuter. Donc chaque personne de la foule vous percute. Voilà. Vous percute et vous envoie dans une direction aléatoire à chaque fois. Bah, c'est ce qui arrive à la molécule d'ammoniac quand elle se retrouve dans le support matériel, dans le milieu matériel qui est l'air, qui est le gaz.
eh bien on constate qu'elle va s'éloigner choc après choc de sa position initiale. Elle va s'éloigner, donc choc après choc, elle va s'éloigner de sa position initiale en se déplaçant à chaque fois d'une distance moyenne qu'on appelle le libre parcours moyen. Donc une notion que vous avez vue en première année, mais dont je ferai un complément en fin de cours, vous verrez, c'est prévu. Donc choc après choc. Alors le libre parcours moyen, donc pour une particule microscopique dans un gaz, quel que soit le gaz, quelle que soit la particule microscopique, c'est 0,1 micromètre. On démontrera ça tout à l'heure en complément. Eh bien, on appelle ça le mouvement brownien, ou alors la marche au hasard. Alors en effet, là ça a été simulé donc informatiquement, hein. Donc on a simulé le déplacement d'une particule microscopique dans un gaz. Là on a supposé qu'il y avait 3000 chocs, donc c'est fait par informatique, et aléatoirement. C'est-à-dire qu'à chaque choc, la particule part dans une direction aléatoire. Alors là, on est à 2 dimensions. En plus, on n'est pas à 3 dimensions. À 3 dimensions, c'est encore plus complexe, bien sûr, à imaginer. Mais à 2 dimensions, on considère qu'à chaque choc, la particule a un déplacement aléatoire de son libre parcours moyen, donc d'environ 0,1 micromètre, dans une direction quelconque. Et là, on a simulé 3000. Vous voyez, elle est partie. Alors, je crois qu'elle est partie de là, sur le programme. Et à la fin, on la retrouve à peu près ici. D'accord? Donc évidemment, on s'en doutait, au niveau microscopique, c'est très chaotique. C'est pour ça qu'on appelle ça la marche au hasard, c'est un peu aléatoire. Donc on va évidemment cette année pas s'intéresser au déplacement microscopique de la molécule d'ammoniac dans l'air. Ce qu'on va essayer de mettre en équation et de modéliser, c'est le fait qu'elle se déplace globalement, en moyenne, macroscopiquement, d'un point A vers un point B. Alors dans un liquide, c'est la même chose. Si vous mettez une molécule d'encre dans de l'eau liquide, les molécules d'eau H2O, elles sont en agitation thermique, elles se déplacent un peu dans toutes les directions, et elles vont donc percuter la molécule d'encre, et la molécule d'encre va subir une suite de chocs, et à chaque choc, la molécule d'encre va se déplacer aléatoirement en 3 dimensions de son libre parcours moyen. Alors dans un liquide, le libre parcours moyen, quel que soit le liquide et quelle que soit la particule microscopique, ça vaut à peu près 0,1 nanomètre. C'est beaucoup plus petit que dans le gaz. Il y a moins de liberté, si vous voulez. Mais de la même façon, après de multiples chocs, eh bien effectivement, globalement, la molécule d'encre, globalement, en moyenne, macroscopiquement, va se déplacer d'un point A vers un point B. Alors dans un solide, c'est un petit peu le même phénomène, sauf que bien sûr, les atomes de silicium, qui constituent le solide, le support matériel, ils se déplacent pas beaucoup. Il y a de l'agitation thermique, on parle de vibration. C'est-à-dire que les atomes, ils vont vibrer autour de leur position d'équilibre. Ils vont vibrer un tout petit peu. Eh bien, cette vibration, c'est bien elle qui va provoquer effectivement les chocs sur les atomes de bord et le déplacement, pareil, le déplacement des atomes de bord à chaque choc. Alors là, par contre, le libre parcours moyen, il est très faible. Il est inférieur à 10 picomètres hein, pour un atome de bord dans le silicium. Donc en gros, pour les particules microscopiques dans les solides, c'est inférieur à une dizaine de picomètres. Alors c'est comme ça qu'on arrive à imaginer que l'atome de bord, choc après choc, va quand même en moyenne, globalement, macroscopiquement, se déplacer aussi d'un point A vers un point B. Alors il y a un cas particulier que j'aime bien citer parce qu'il y a de nombreux sujets qui traitent de ce phénomène, c'est le déplacement des neutrons dans les barreaux d'uranium, donc dans les réacteurs nucléaires, hein. Et les neutrons, évidemment, c'est tout petit, 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 c'est beaucoup plus petit qu'un atome. Et le libre parcours moyen, même dans l'uranium, qui est un solide assez compact, hein, c'est de l'ordre du centimètre. C'est-à-dire que l'uranium va subir des chocs, là aussi, et à chaque choc, il se déplace en moyenne d'1 centimètre, entre deux chocs. Donc, on dira que macroscopiquement, un mouvement global, moyen, ordonné, va être observé pour ces particules microscopiques se déplaçant dans le milieu matériel. On dit diffusant, en mouvement diffusif, en diffusion dans le milieu matériel, des zones riches vers les zones pauvres. Alors j'ai refait une espèce de gribouillis, donc à t égale 0, la particule microscopique elle est ici. À chaque choc, elle se déplace de son libre parcours moyen un petit peu au hasard, un petit peu aléatoirement. Et au bout d'une heure, par exemple, on va constater qu'elle a atteint le point B qui est ici. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est pas du tout la trajectoire microscopique, pas du tout. C'est la trajectoire moyenne, le déplacement moyen. Donc on a l'impression que ça va en ligne droite du point A vers le point B. Voilà, c'est ça qu'on va mettre en équation. Nous, c'est le déplacement global moyen macroscopique de la particule microscopique. Donc par exemple, de la molécule d'ammoniac dans le support matériel qu'est l'air, ou de la molécule d'encre dans l'eau, ou de l'atome de bord dans le silicium, ou du neutron dans l'uranium.
Alors avant de passer aux outils mathématiques, bien sûr, puisque là cette année on va caractériser rigoureusement et précisément ce phénomène, je n'oublie pas le petit schéma qui est ici, parce que c'est intéressant d'avoir un petit peu cette culture. Alors ce phénomène de diffusion, en fait, il permet d'expliquer le transfert de dioxygène des alvéoles pulmonaires vers les artérioles, donc les petits vaisseaux sanguins qui sont à proximité des artérioles pulmonaires. Donc quand vous respirez, il y a du dioxygène qui rentre dans vos poumons et dans vos alvéoles pulmonaires. Donc vous allez avoir une zone très riche en dioxygène dans l'alvéole, et puis ça va être pauvre dans les vaisseaux sanguins, donc dans le sang, le liquide, le sang qui circule à côté. Donc là, le dioxygène va spontanément passer dans le sang par diffusion, zone riche vers zone pauvre. Et en parallèle, le sang qui est chargé en dioxyde de carbone, eh bien lui, il va passer dans les alvéoles, zone riche vers zone pauvre. Et le dioxyde de carbone qui passe dans l'alvéole, vous allez l'expirer, donc le renvoyer dans l'atmosphère en expirant. Donc ce phénomène de diffusion, on peut l'observer dans des phénomènes naturels, biologiques, comme par exemple la respiration. Alors on dit que le sang, entre guillemets, il est rouge quand il est riche en oxygène, il est bleu quand il est dénaturé. Et effectivement, ce sont les globules rouges présents dans le sang qui vont pouvoir fixer le dioxygène de manière efficace. Alors tous ces petits dessins, ces petites photos, tout ça, je les ai mis sur Pronote pour accompagner le cours que vous avez sur Pronote en PDF aussi. Vous l'avez vu. Bon voilà, donc petit 1, c'était la présentation du phénomène physique, donc qualitativement, on a un peu planté le décor, expliqué ce qu'on allait étudier. Évidemment, j'insisterai régulièrement sur les analogies avec le déplacement d'énergie, donc les transferts thermiques. Et les outils mathématiques, vous allez voir, heureusement pour vous, sont très analogues. Alors les outils mathématiques, pour caractériser un déplacement macroscopique, on dit aussi moyen, global, de particules microscopiques. Donc par exemple, le déplacement des molécules d'ammoniac dans l'air, dans le gaz qui est de l'air. Alors dans un référentiel, le référentiel lié à la Terre, on va imaginer une surface S fixe. Alors elle peut être fictive, elle peut être matérialisée. On l'oriente dans un sens conventionnel positif. Quand elle est fermée, on pourra sans ambiguïté s'intéresser à un phénomène sortant ou rentrant. J'appelle M un point fixe quelconque sur cette surface, ds un petit élément autour du point M, ds c'est toujours l'ordre du micromètre carré, c'est toujours ponctuel à l'œil nu. J'appelle le vecteur ds le vecteur surface, donc perpendiculaire à la surface au point M, dans le sens conventionnel positif qu'on a choisi. Et puisqu'il y a un déplacement donc de particules microscopiques, eh bien on va définir un champ vectoriel qui va caractériser le déplacement moyen, global, macroscopique de ces particules microscopiques, donc ici des molécules d'ammoniac, dans le support matériel ici qui est le gaz. Ce sera donc le champ vectoriel qu'on appellera JN, tiens, comme par hasard, il y avait JQ dans le chapitre précédent, en M à la date T. Alors notre objectif, c'est de calculer rigoureusement, précisément, le nombre de particules microscopiques, delta n indice ds, qui vont traverser l'élément de surface ds pendant dt dans le sens conventionnel positif. Delta n indice ds, bien sûr, est algébrique. Donc delta n indice ds sera positif si les particules traversent effectivement dans le sens positif. Delta n, ce sera négatif si globalement les particules, les molécules d'NH3 traversent plutôt dans le sens négatif. Alors pour caractériser ce terme rigoureusement, on va utiliser bien sûr le produit scalaire Jn scalaire ds fois dt. Donc delta n indice ds, son homogénéité, sa dimension, c'est un nombre de particules, donc ça n'a pas de dimension, c'est un nombre. dt c'est des secondes, ds des mètres carrés, donc voilà pourquoi le vecteur Jn, qu'on appellera en effet vecteur densité de flux de particules, ou vecteur courant de particules, donc le champ vectoriel, c'est un nombre de particules, donc un nombre mètre-2 seconde moins 1. C'est donc le nombre de particules qui passent au point M à la date T, macroscopiquement, par unité de surface, par unité de temps. C'est évidemment le cousin de JQ, le vecteur densité de flux thermique, qui caractérisait l'énergie qui passait au point M par unité de surface, par unité de temps. Puisque c'est un champ vectoriel, j'ai plein d'informations dans ce vecteur Jn. J'ai sa direction, qui me donne donc la direction du déplacement moyen, donc des particules microscopiques dans le support matériel. J'ai le sens de ce déplacement moyen des particules microscopiques. Et j'ai une dimension, c'est le nombre de particules qui passent effectivement en ce point M par unité de surface, par unité de temps. Et grâce au produit scalaire, je peux donc algébriquement calculer précisément et rigoureusement le nombre de particules qui traversent l'élément de surface ds pendant dt dans le sens positif conventionnel. L'analogie avec le calcul de delta Q, l'énergie qui traverse ds, est parfaite, est totale.
Alors on peut passer directement maintenant à delta n indice S, donc le nombre de particules microscopiques qui traversent en moyenne toute la surface S pendant dt dans le sens positif. Vous avez compris, on va donc faire une somme continue, donc une intégrale double sur la surface S, donc de Jn scalaire ds. On peut sortir le dt puisque le domaine d'intégration S il est fixe. Vous reconnaissez donc dans cette intégrale un flux. On dira que c'est le flux du vecteur Jn à travers S. Delta n indice S, c'est pareil, c'est algébrique. Si globalement, à travers la surface S, les particules traversent globalement dans le sens positif, delta n est positif, sinon delta n est négatif. Delta n pourrait même être nul si effectivement les deux phénomènes se compensent dans le sens positif et dans le sens négatif. On pourra donc dire que delta n indice S, c'est aussi dn indice S à la date t fois dt, avec dn indice S à la date t, directement le flux à travers S de Jn. Alors dns à la date t, c'est tout simplement le débit de particules à travers la surface S à la date t dans le sens positif. Alors on dit aussi très souvent, il faut connaître les deux termes, le flux de particules évidemment, qu'on a plutôt tendance à appeler phi indice n, pour ne pas le confondre avec le flux thermique phi indice th. Donc S, c'est la surface concernée et T, la date concernée. On dit que c'est un nombre de particules par seconde. Voilà, c'est un flux de particules, un débit de particules, donc c'est le nombre de particules qui, par unité de temps, par seconde, traversent la surface S à la date T, dans le sens conventionnel positif. Bien sûr que c'est algébrique, je ne vais pas réexpliquer, c'est positif si globalement on est dans le sens positif, c'est négatif si globalement on est dans le sens négatif. On a bien sûr l'analogie avec le flux thermique, vous l'avez compris, et c'est pour ça que le vecteur Jn s'appelle le vecteur densité de flux de particules, car son flux à travers une surface donne le flux de particules, le débit de particules. Encore une fois, j'insiste bien, comprenez bien que ce qui nous intéresse, c'est ce flux de particules moyen, macroscopique, global. C'est pas du tout le flux microscopique. Au niveau microscopique, c'est trop chaotique, c'est trop aléatoire, on n'étudie pas cette année. On s'intéresse uniquement au mouvement global, à l'œil humain, à l'échelle humaine, au mouvement global de ces particules microscopiques dans le support matériel. Alors, ça fait pas de mal de temps en temps de rappeler l'analogie, bien sûr. Donc delta n, c'est un nombre de particules. Nous, on avait delta q, donc une énergie, donc un nombre de particules qui se déplacent, qui traversent une surface. Delta q, l'énergie, la chaleur, le transfert thermique. Le nombre de particules, donc par unité de surface, par unité de temps, c'est le vecteur Jn, vecteur densité de flux de particules. On avait le vecteur Jq, vecteur densité de flux thermique, en joules, mètre moins 2 secondes moins 1. Donc Jn caractérise le déplacement moyen des particules dans le support matériel, par unité de surface, par unité de temps, et Jq, le déplacement d'énergie par unité de surface, par unité de temps. Le flux de particules ou le débit de particules dn en seconde moins 1, nombre de particules seconde moins 1, et phi th, bien sûr, en watts, en joules seconde moins 1, le flux thermique, la puissance thermique, qui se déplace dans le milieu. Alors, j'espère que vous avez remarqué que les outils mathématiques étaient très analogues. Donc si vous aviez compris, je l'espère, les outils mathématiques pour le transfert thermique, pour le transfert de particules, c'est très similaire. Alors dans le troisièmement, on va s'intéresser donc à la loi de Fick, qui date à peu près de 1855, donc c'est un petit peu après la loi de Fourier, vous allez voir qu'elle est très analogue elle aussi, qui va caractériser le phénomène de diffusion pure, pas la convection. La convection, elle n'est pas à votre programme, mais en complément, je vous expliquerai un petit peu comment on fait dans les exercices quand vous avez un phénomène de convection à prendre en compte. Donc on va s'intéresser uniquement à un déplacement moyen, macroscopique, de particules microscopiques dans un support matériel, par exemple déplacement des molécules d'ammoniac dans l'air, déplacement de l'encre dans l'eau liquide, déplacement des atomes de bore dans le silicium, ou déplacement des neutrons dans un barreau d'uranium solide, mais uniquement par diffusion. Donc le support matériel, il reste fixe. Alors, évidemment, dans les solides, dans l'uranium, dans le silicium, c'est évident. Par contre, dans les fluides, je ne vous ai pas caché que c'était très compliqué à observer strictement dans les fluides, puisque les gaz et les liquides ont tendance, bien sûr, à être le siège de convection naturelle, comme pour les transferts thermiques. Donc, soit c'est une approximation qui vous sera proposée dans les exercices, si le support matériel est un fluide, soit c'est à vous de prendre l'initiative, ou soit on dit que c'est pas possible, qu'on ne peut pas observer de la diffusion pure dans les fluides. Donc, diffusion pure de particules microscopiques. Donc, le support matériel, c'est un volume V qui est fixe dans un référentiel, le référentiel lié à la Terre par exemple. Je m'intéresse à un petit élément de volume des taux. Sa position, c'est le point M, et j'appelle H une dimension, en mètres, une dimension caractéristique du volume des taux. Alors, on a besoin d'un champ scalaire pour énoncer donc la loi de Fick.
Ce champ scalaire, c'est un peu lui qui va jouer le rôle du champ de température pour la loi de Fourier. Évidemment, le vecteur Jn, il joue le rôle du vecteur Jq de la loi de Fourier. Alors, c'est petit n en m à la date t qu'on appelle la densité particulière en particules microscopiques qui diffusent dans le support matériel. Et ce sera un nombre de particules par mètre cube. Voilà, d'où le nom de densité particulière. En fait, dans l'élément de volume d'étau, eh bien, à une date t, on va compter combien il y a de particules microscopiques qui diffusent, par exemple combien il y a de molécules d'ammoniac dans ce petit volume d'étau d'air, c'est le delta n, nombre de particules microscopiques qui diffusent présentes dans des taux à la date t, et on divise par le volume d'étau. Et on a donc le taux, on a la densité, et c'est donc petit n. Donc attention à ne pas confondre, petit n, c'est la densité particulière en particules qui diffusent, c'est-à-dire que c'est la densité particulière en ammoniac dans le support matériel, l'air. Ou alors, c'est la densité particulière en molécules d'encre dans le support matériel qui est l'eau liquide, ou c'est la densité particulière en atomes de bore dans le silicium, ou c'est la densité particulière en neutrons dans l'uranium. Alors, faut pas confondre, hein. Petit n, c'est pas la densité particulière en molécules du support matériel. C'est pas la densité particulière, par exemple, en molécules d'eau. Voilà, c'est la densité particulière en particules qui se déplacent en moyenne, qui diffusent. Et c'est bien un champ scalaire. Alors, petite subtilité par rapport au transfert thermique. Pour les transferts thermiques, on avait dit que des taux, c'était de l'ordre du micromètre cube, donc c'était ponctuel à l'œil nu, c'était mésoscopique. Ponctuel à l'œil nu, mais quand même assez gros au niveau microscopique. Là, on doit un petit peu préciser. L'élément de volume des taux, en fait, il faut que sa dimension H soit très grande devant le libre parcours moyen. Alors, dans un liquide, l'élément de volume des taux, en effet, on prendra le micromètre cube. Car H doit être beaucoup plus grand que L, et dans un liquide, on a vu que L, c'était de l'ordre du nanomètre. Donc H, de l'ordre du micromètre, un micromètre cube, c'est parfait. Dans un gaz, bah en fait, on prendra le millimètre cube. Donc déjà, là, à l'œil nu, un millimètre sur un millimètre, bon, on arrive à déceler quand même, hein. Car effectivement, le libre parcours moyen dans un gaz, donc le déplacement entre deux chocs, par exemple de la molécule d'ammoniac dans l'air, c'était de l'ordre du micromètre. Donc on doit prendre une dimension beaucoup plus grande, donc on prendra le millimètre, d'où le millimètre cube. Alors on va pas vous embêter dans les solides, hein. Bon, enfin évidemment dans les solides le libre parcours moyen il est tellement petit, ça veut dire que des taux, bon, on peut garder le micromètre cube dans un solide. Par contre dans un gaz, si on est rigoureux, si on a bien écouté le cours, si on a bien compris ça, on doit préciser que des taux c'est pas le micromètre cube, c'est plutôt le millimètre cube dans un gaz. Bon, ça va pas changer grand chose sur notre raisonnement après, hein, c'est juste histoire d'avoir des définitions précises et rigoureuses. Donc dans l'élément de volume des taux, en effet, j'ai suffisamment de particules microscopiques pour pouvoir définir une densité. Car si j'avais pris le micromètre cube dans un gaz pour l'élément de volume des taux, je risquais de me retrouver avec une ou deux particules, une ou deux molécules d'ammoniac. C'est difficile pour définir bien sûr une densité. Alors maintenant qu'on a précisé donc la définition précise et rigoureuse de petit n, donc la densité particulière, eh bien on peut reprendre donc le schéma classique. Donc on a des zones riches en particules microscopiques, en ammoniac par exemple, des zones pauvres, par exemple il n'y en a pas du tout. Et on vient d'expliquer qu'il y aurait un déplacement moyen, un déplacement macroscopique, un déplacement global de molécules d'ammoniac dans l'air, caractérisé par le vecteur J. La densité particulière en ammoniac, par exemple, en particules qui diffusent, eh bien, elle, évidemment, elle sera plus forte dans les zones riches que dans les zones pauvres. Donc le gradient de n, tiens, le revoilà, l'opérateur qui caractérise les variations spatiales d'un champ scalaire, ici la densité particulière, eh bien lui, il est opposé au vecteur Jn. Donc, phi qui ne s'est pas trop embêté, en fait, il a repris la loi de Fourier. Et il a dit que Jn, le vecteur densité de particules, allait être opposé au gradient de n. Et il a mis un coefficient pour homogénéiser la relation qu'on appelle grand D. Donc Jn égale moins D gradient de n. Voilà, la loi de Fourier c'était Jq égale moins lambda gradient de t. Alors évidemment, Fick, il a eu cette idée-là, mais il l'a vérifiée expérimentalement. Donc on dit que c'est une loi expérimentale, hein, phénoménologique. Il a fait plein de tests, plein de mesures, voilà, pour vérifier que c'était cohérent. Évidemment, comme la loi de Fourier elle est valable uniquement dans un milieu homogène et isotrope, hein, donc le milieu il doit avoir les mêmes propriétés partout, et il doit avoir les mêmes propriétés quelle que soit la direction du vecteur gradient de n. Donc le vecteur Jn, il est toujours avec le même coefficient d, quelle que soit la direction du vecteur gradient de n. Alors évidemment, des milieux anisotropes, ça existe, hein. Je vous avais cité le bois par exemple pour les transferts thermiques, ça va exister aussi pour les déplacements de particules. Hein, notamment quand on s'intéressera au déplacement de particules dans des filtres, dans des membranes.
des membranes qui sont poreuses que dans une seule direction et pas dans toutes les directions. Bon, on va pas rentrer dans les détails ici. Et là encore, cette loi de Fick, elle est valable uniquement si le gradient de n n'est pas trop fort. Si vous passez de 1 milliard de molécules par mètre cube à 0, bon, là le gradient va être trop fort et la loi de Fick ne fonctionne plus. Il faut des lois plus complexes et notamment des lois qui ne seront plus linéaires. Donc la loi de Fick, effectivement, je ne l'ai pas notée, mais elle est linéaire, comme la loi de Fourier. Alors le coefficient grand D, on l'appelle coefficient de diffusion, donc de quoi dans quoi, donc des particules microscopiques dans le support matériel. Par exemple, coefficient de diffusion des molécules d'ammoniac dans l'air, coefficient de diffusion des molécules d'encre dans l'eau liquide, coefficient de diffusion des atomes de bore dans le silicium, coefficient de diffusion des neutrons dans l'uranium. Et sa dimension, donc, vous pouvez vérifier, c'est le mètre carré seconde moins 1. En effet, J, on a dit que c'était un nombre de particules, mais ça n'a pas de dimension. Donc Jn, physiquement, c'est des mètres moins 2 seconde moins 1. Le gradient de n, c'est des mètres moins 3 de n, pardon, c'est des mètres moins 3. Donc gradient de n, c'est des mètres moins 4. Donc mètres moins 3 divisé par des mètres. Donc voilà pourquoi d, c'est des mètres carrés seconde moins 1. C'est important à retenir, c'est souvent demandé la dimension du coefficient de diffusion. Alors les ordres de grandeur, l'avantage, c'est que on vous demandera de retenir l'ordre de grandeur dans un gaz seulement. L'avantage, c'est que c'est toujours à peu près la même chose pour toutes les particules microscopiques dans tous les gaz, quasiment. C'est toujours de l'ordre de 10-5 mètres carrés seconde moins 1. Alors bien sûr, à 25 degrés sous un bar, dans les conditions normales. Alors des fois, c'est 1,2 10-5, des fois c'est 2 10-5, des fois c'est 0,7 10-5, mais l'ordre de grandeur, c'est toujours à peu près le même. Ça dépend de la température et de la pression, et ce coefficient de diffusion, il va augmenter si la température augmente et si la pression augmente. Voilà. Alors si la température augmente, il y a de plus en plus d'agitation thermique, donc on imagine que les chocs, évidemment, sont beaucoup plus forts, donc plus efficaces, et la pression, si elle augmente, c'est qu'on rapproche les molécules du support matériel, donc on imagine que les chocs, là aussi, sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus nombreux. Dans les liquides, alors par contre, ça fluctue un peu dans les liquides, c'est de 10-8 à 10-12, donc c'est beaucoup plus petit. Ça dépend aussi de la température, et la même chose, ça augmente si la température augmente, donc si l'agitation thermique augmente. Alors, dans l'eau liquide, c'est 10-9, bon, c'est pas à prendre par cœur. Par contre, 10-5, il faut essayer de le retenir, dans les gaz. Et dans les solides, ça varie beaucoup, ça va de 10-16 à 10-30 mètres carrés seconde moins 1 dans les solides. Et on imagine bien que si les solides sont cristallisés ou s'ils sont amorphes, voilà, on n'aura pas la même efficacité. Ça dépend aussi de la température, et là aussi, bien sûr, ça augmente si la température augmente. L'agitation de vibration dans les solides est plus forte si la température augmente. Alors, il y a un cas très particulier, bien sûr, c'est les neutrons dans l'uranium, puisque c'est 22. Alors, ça paraît énorme, parce que l'uranium, c'est un solide. C'est parce que les neutrons sont extrêmement petits. Donc, effectivement, on l'a vu tout à l'heure, le libre parcours moyen est très grand. Donc, la diffusion, elle est très facilitée, si vous voulez. Donc, elle est très facile. Alors, il y a aussi un cas particulier que je vais vous citer, mais je ne l'ai pas noté, ce sont les neutrinos. Alors, si vous avez entendu parler des neutrinos, ce sont des particules qu'on va faire apparaître au cours de désintégration nucléaire. Et les neutrinos, en fait, par exemple, ils traversent la planète Terre comme si c'était un nuage. Voilà. Donc, comme si c'était transparent. Donc, les neutrinos, effectivement, ils vont avoir un coefficient de diffusion qui va être énorme dans les solides, même les solides très denses, puisqu'ils traversent la planète Terre et on arrive à très très peu en détecter. Provenant de l'espace, on en détecte très très peu. C'est d'ailleurs un des enjeux de physique fondamentale, de la détection des neutrinos pour voir s'ils ont une masse ou pas. Bien. Eh ben, on va pouvoir passer au quatrièmement. Alors bien sûr, la suite logique, on a présenté le phénomène, on s'est donné des outils mathématiques pour le caractériser, et maintenant on va essayer de trouver des équations mathématiques locales pour traduire localement un phénomène. Alors on parle d'équation locale de conservation du nombre de particules. Elle jouera le rôle de l'équation locale de conservation de l'énergie, bien sûr. On parlera d'équation de continuité, qui jouera le rôle de l'équation de la chaleur, et bien sûr équation de diffusion, tout court, qui joue le rôle de l'équation de diffusion thermique. Vous avez là aussi trois situations à votre programme. La situation unidirectionnelle cartésienne. On va donc imaginer un mur de silicium par exemple, et puis on va imaginer que des atomes de bore vont diffuser, vont se déplacer dans ce mur de silicium. On va appeler X l'axe perpendiculaire donc à ce mur, à cette plaque.
En situation unidirectionnelle cartésienne, le vecteur Jn des zones riches vers les zones pauvres, il dépendra que de x, qui sera dirigé selon ux. Il caractérise donc le déplacement des atomes de bord dans le support matériel qu'est le silicium. Et la densité particulière en atomes de bord, dans le support matériel silicium, dépendra que de x aussi. On choisit un petit élément de volume d'étau de surface S entre x et x plus dx, non, x quelconque, hein, dx très petit évidemment. Et là, on n'applique pas le premier principe de la thermo, bien sûr, on fait ce qu'on appelle un bilan de particules dans l'élément de volume d'étau entre T et T plus dt. On va donc considérer, bien sûr, que les particules, elles vont pas disparaître spontanément. Elles vont pas apparaître spontanément. Donc, il va y avoir une conservation. On va donc dire que le nombre de particules dans la tranche d'étau à T plus dt, moins le nombre de particules dans la tranche d'étau à la date T, bah, c'est le nombre de particules qui vont rentrer pendant dt, moins celles qui vont sortir pendant dt, et éventuellement celles qui vont apparaître ou disparaître par un phénomène source. Donc il y a aussi un terme source. Alors évidemment, vous avez compris, c'est très souvent le cas des réactions nucléaires où les neutrons peuvent être absorbés et peuvent par fission en produire de multiples. Hein. Et éventuellement aussi en chimie. Il peut y avoir de l'apparition, de la disparition, si par exemple il y a une réaction chimique qui vous produit de l'ammoniac au sein du support matériel ou qui absorbe l'ammoniac au sein du support matériel. Bon, c'est beaucoup plus rare. Hein. Alors par contre, pour les neutrons, les phénomènes nucléaires, là, ça tombe très souvent au concours. Donc le nombre de particules, c'est la densité particulière fois le volume, AT plus dt, donc dans des taux. Même chose à la date t. Celle qui rentre, encore une fois, c'est pas la peine de se taper une intégrale et un produit scalaire. Hein. Le vecteur Jn, il est collinéaire au vecteur ds dans le même sens. Le vecteur Jn, il est constant sur la surface S. Donc pour avoir le nombre de particules qui rentrent, c'est en x. Donc c'est Jn en x fois la surface fois dt. Et là, j'ai bien le nombre de particules qui est rentré en x pendant dt. Pour celles qui sortent, c'est pareil, sauf qu'on est en x plus dx. C'est la même surface S ici. Et pour le terme source, on écrira que c'est alpha s dx dt, avec alpha, le nombre de particules créées, a priori créées, mètre moins 3 secondes moins 1. Donc le nombre de particules qui sont créées par un phénomène source, qu'on fait apparaître par un phénomène source, par exemple des neutrons qui sont créés par la fission nucléaire, donc par mètre cube par seconde. Donc on multiplie par le volume par dt pour avoir un nombre de particules. Alors en général, alpha est positif, c'est un phénomène de création, donc exemple les neutrons avec la fission. Très très rarement, alpha pourrait être négatif, on aurait alors un phénomène d'absorption. Alors après, bon, bien sûr, je ne vais pas m'étendre sur les développements limités à l'ordre 1, donc ce qu'on les a vus pour les transferts thermiques, ce sont exactement les mêmes pour le transport de particules. Donc là, on va faire apparaître dn sur dt fois dt, et là, on va faire apparaître moins djn sur dx fois dx. On simplifie par sdx dt partout, et vous obtenez donc la première équation locale. C'est l'équation locale de conservation du nombre de particules en cartésienne. Alors j'imagine que vous reconnaissez évidemment l'équation locale de conservation de l'énergie, sauf que c'est la température à la place de n, c'est JQ à la place de JN, et c'était petit p à la place de alpha. Hein. Tant mieux pour vous, c'est parfaitement analogue. On a donc une traduction locale en un point, donc pour une valeur de x et une date t, de la conservation du nombre de particules qui diffusent. Par exemple du nombre de neutrons, si on est dans un phénomène de réaction nucléaire dans de l'uranium. Alors, si le phénomène de déplacement moyen des particules est de la diffusion pure, évidemment, on n'a plus que la loi de Fick que j'ai directement projetée en cartésienne, Jn égale moins d dn sur dx. Et on obtient donc une équation où il n'y a que petit n, qu'on appelle l'équation de continuité. Voilà. Ça joue le rôle de l'équation de la chaleur. Et évidemment, si alpha égale 0, donc s'il n'y a pas de terme source, et bien à ce moment-là, on obtient, vous l'avez reconnu, une équation de diffusion, qu'on appelle équation de diffusion tout court d'ailleurs. Si vous dites équation de diffusion de particules, c'est pas grave, hein, mais c'est vrai qu'on l'appelle équation de diffusion tout court, en cartésienne. Donc avec ici, évidemment, le coefficient de diffusion grand D, qui joue le rôle du coefficient de diffusion thermique grand DTH, et qui a la même unité, mètre carré seconde moins 1. C'est normal, parce que là, on a n sur un temps, et là, on a n sur une distance au carré. On avait t sur un temps, on avait t sur une distance au carré en diffusion thermique. Donc le coefficient qui est ici, il a toujours la même unité. C'est toujours des mètres carrés seconde moins 1. Bien. Alors le problème, c'est toujours le même. On ne sait pas résoudre cette équation à la main. Alors on peut la résoudre bien sûr grâce à l'outil informatique, donc grâce à Python. Et par exemple, si je prends une plaque de silicium, sur laquelle à la date t égale 0, je mets des atomes de bord, eh bien
si je demande à Python de me tracer la courbe de la densité particulière en atomes de bore dans le silicium en fonction de x, en abscisse, en ordonnée donc c'est petit n, de la densité particulière, je vais demander à Python de me la tracer à différentes dates. Alors je constate en effet, vous voyez les courbes avec les couleurs différentes, donc plus le temps passe, en supposant que j'ai mis des atomes de bore sur la surface à t égale 0 et que j'en rajoute plus, j'en ai mis, on voit que sur la surface ça diminue, donc les atomes de bore n'ont pas disparu, hein, ils se sont déplacés vers les x croissants dans le silicium. Donc voilà pourquoi la courbe, au fur et à mesure que le temps passe, la courbe s'étale, et on voit bien que les atomes de bore arrivent à se déplacer, à atteindre des positions plus importantes selon les x croissants. Donc on a effectivement un phénomène spatio-temporel, évidemment, hein, avec un réseau de courbes en fonction de x à différentes dates. Et si on attend très longtemps, eh bien à la fin, bien sûr, la courbe se sera confondue avec l'axe des abscisses. C'est-à-dire qu'il y aura une répartition d'atomes de bore avec à peu près la même densité, quel que soit x, dans l'atome de silicium. Mais là, il faudra attendre très longtemps. Bien. Alors, si on n'a pas l'outil informatique, on parlera du cas quasi-stationnaire en complément tout à l'heure. Eh bien, il y a toujours la petite formule d'analyse vectorielle, d'analyse dimensionnelle, excusez-moi, pas d'analyse vectorielle. Et la même qu'en diffusion thermique, hein, on définira une longueur de diffusion, que vous pouvez appeler delta, j'ai mis petit l diff, mais si c'est delta diff, c'est pas grave. Longueur de diffusion, sauf que là, c'est pas de la diffusion thermique, c'est de la diffusion de particules, qui est environ égale à la racine de d taux diff, le temps de diffusion, et grand D, le coefficient de diffusion. Donc on a exactement la même formule d'analyse dimensionnelle pour la diffusion de particules que pour la diffusion thermique. Cette petite formule nous permet donc d'évaluer des choses, de donner des ordres de grandeur. Alors, c'est intéressant puisque dans l'air, par exemple, si je m'intéresse donc au déplacement moyen global macroscopique d'atomes d'ammoniac sur 1 mètre, puisque le coefficient de diffusion vaut à peu près 10-5 mètres carrés seconde moins 1, j'en déduis que le taux diff il vaut 1 jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y avait que la diffusion pure pour déplacer macroscopiquement de l'ammoniac dans de l'air, il faudrait une journée pour que l'ammoniac parcourt à peu près 1 mètre. Évidemment, si vous faites l'expérience dans une salle de classe, bon, c'est pas très agréable parce que c'est très piquant et toxique l'ammoniac, mais 1 mètre, c'est en quelques secondes, hein. Donc évidemment, c'est la convection naturelle qui, en réalité, si on fait l'expérience dans une salle de classe, va être responsable du déplacement des atomes d'ammoniac, hein. Ça va pas être la diffusion. La diffusion va être complètement masquée par la convection naturelle dans l'air. Alors dans l'eau liquide, si je prends une longueur de 10 cm, à peu près la dimension du verre d'eau sur la photo de tout à l'heure, grand D c'est 10-9 mètres carrés seconde moins 1 pour l'eau liquide, eh bien les molécules d'encre, pour parcourir à peu près 10 cm, donc pour atteindre à peu près tous les endroits dans le verre, il faudrait un taux diff de 115 jours. Donc là encore une fois, s'il n'y avait que de la diffusion pure, l'encre diffuserait dans l'eau au bout de 115 jours. Et on voit bien qu'il faut en gros 1 heure pour voir de l'encre un peu partout. Donc là encore, il y a de la convection naturelle. On n'a pas agité l'eau liquide. Alors à l'œil nu, on les voit pas, enfin on les voit pas les petites gouttes d'eau liquide qui se déplacent, mais effectivement, il y a bien un mouvement de convection naturelle de petites gouttes d'eau liquide. Et c'est ça qui accélère bien sûr le déplacement de l'encre et qui va être responsable du fait que ça va prendre qu'une heure, hein. Alors par contre, pour le silicium, c'est un solide. Et pour le silicium, évidemment, il ne peut pas y avoir de convection, ni naturelle, ni forcée, hein. Un solide, je ne peux pas déplacer des petits grains de solide les uns par rapport aux autres, comme les gouttes d'eau ou comme les bulles de gaz. Le quotient de diffusion, il vaut 10-18 mètres carrés seconde moins 1 pour les atomes de bore dans le silicium. Et donc, si on calcule le taux diff, ça fait à peu près 11 jours pour 10 micromètres, hein, ce qui est nécessaire pour doper une plaque de silicium. Et là, on n'a pas trop le choix. Alors, en usine, d'ailleurs, il y a une usine pas loin d'Aix-en-Provence, ça doit être à Rousset, hein, qui dope des plaques de silicium. En gros, ça met une journée. Ils mettent une journée. Alors, bien sûr, ils vont travailler à très haute température. Ils vont pas travailler à température ambiante, donc l'agitation va être accélérée. Et puis, en réalité, en fait, ils vont exercer aussi des champs électriques très intenses. Les atomes de bore, ils vont s'ioniser, ils vont perdre des électrons, ils vont devenir chargés positivement, et sous l'effet du champ électrique, ils vont subir une force électrique extérieure qui va les obliger à pénétrer plus efficacement dans le silicium. Donc voilà, donc on triche un petit peu en usine, bien sûr, parce qu'on n'a pas envie d'attendre 10 jours. Bien. Alors, je sais que ça va être un peu rébarbatif, mais on va pas y passer trop de temps. On doit étudier ensuite, bien sûr, les situations cylindriques et sphériques, comme pour les transferts thermiques. C'est parfaitement analogue.
Alors, pour la situation radiale cylindrique, bah, évidemment, on va penser au barreau d'uranium cylindrique, avec une longueur h très grande devant le rayon. On a alors le vecteur densité de particules, donc Jn, qui va caractériser le déplacement des neutrons hein, dans le barreau d'uranium, qui va être radial, donc selon UR, la direction radiale cylindrique, et qui dépendra de la variable petit r cylindrique. Même chose pour la densité particulière en neutrons, par exemple, ça dépendra que de petit r. Alors, j'ai fait un dessin en projection avec l'axe des z perpendiculaire. On a effectivement une explosion de neutrons. Alors bien sûr, c'est pas une explosion microscopique. Les neutrons, microscopiquement, ils ont des trajectoires assez chaotiques, assez aléatoires. Pensez au mouvement brownien, à la marche au hasard. Mais globalement, macroscopiquement, en moyenne, eh bien, on peut dire que les neutrons se déplacent radialement dans la direction de Jn. On prendra une coquille cylindrique des taux de volume 2πr drh, avec h la hauteur ici, et on va faire un bilan de neutrons, un bilan de particules dans la coquille cylindrique des taux entre t et t plus dt. Alors, j'ai pas tout écrit, donc le nombre de neutrons à t plus dt, moins le nombre de neutrons à la date t, c'est ceux qui rentrent, moins ceux qui sortent, plus ceux qui peuvent être créés ou absorbés par un terme source. La petite différence ici, encore une fois, il n'y a pas besoin de produit scalaire et d'intégrale double, c'est que la surface par laquelle rentrent les neutrons, c'est 2πr h, c'est la surface interne de la coquille cylindrique. Le vecteur Jn et le vecteur ds sont collinaires dans le même sens, et le vecteur Jn ne dépend que de r, donc il est constant sur cette surface, donc c'est directement Jn fois la surface. Alors attention, pour les neutrons qui sortent, ou les particules qui sortent en r plus dr, la surface c'est en r plus dr, donc attention ici c'est 2π r plus dr. Et le terme source, alpha fois le volume, et dt bien sûr. Alors pour les développements limités à l'ordre 1, on retrouve bien sûr celui pour le temps ici, la variable temporelle fois dt. Et là, vous vous rappelez, hein, comme pour les transferts thermiques, on ne fait pas le développement limité sur Jn, mais sur Jn fois R. Donc directement, on aura moins d sur dr de Rjn fois dr. Donc la fonction R fois Jn. En simplifiant par les 2π dr h dt, on obtient l'équation locale de conservation du nombre de particules en cylindrique. Voilà, parfaitement analogue si vous remplacez Jn par Jqn par t à celle qu'on avait en thermique. Si la diffusion est pure, on remplace Jn par la loi de Fick, que vous pouvez projeter en cylindrique, ça fait moins d dn sur dr, et on obtient l'équation de continuité en cylindrique. Et si alpha égale 0, donc s'il n'y a pas de terme source, vous avez l'équation de diffusion en cylindrique. Encore une fois, n remplace t, la température, et vous avez la même équation mathématique que pour la diffusion thermique en cylindrique. Alors pour la situation radiale sphérique, bah, c'est pareil. L'exemple, bah, c'est évidemment les neutrons dans le plutonium, car dans une bombe atomique au plutonium de forme sphérique, hein, c'est une sphère d'à peu près une dizaine de centimètres de rayon, hein, une bombe atomique au plutonium, il y a évidemment un transfert thermique, une explosion d'énergie, de chaleur, mais aussi une explosion de neutrons. Et là encore, le mouvement moyen, global, macroscopique des neutrons peut être caractérisé par une explosion radiale sphérique avec les vecteurs Jn hein, qui pointent donc radialement vers l'extérieur. On choisit la coquille sphérique de rayon petit r d'épaisseur dr, donc 4πr carré dr c'est son volume, et on fait le bilan de neutrons, le bilan de particules dans des taux entre t et t plus dt. Donc toujours le nombre à la date t plus dt, moins le nombre à la date t, c'est ceux qui rentrent, moins ceux qui sortent, plus ceux qui sont créés par le terme source. La différence par rapport au cylindrique, bah, c'est la surface, qui vaut 4πr carré, surface d'une sphère de rayon r, pour ceux qui rentrent. Là aussi, le vecteur Jn, le vecteur ds sont collinaires dans le même sens. Le Jn, il dépend que de R, donc il est constant sur la surface interne de la coquille sphérique, donc on multiplie directement. Et attention, en sortie, on est en R plus dr, c'est pas la même surface, c'est la surface externe de la coquille sphérique, donc on a R plus dr carré. Les développements limités, donc temporels ici, et là, bah, sur la fonction R carré Jn. C'est pour ça qu'on va avoir moins d sur dr de R carré Jn. Voilà, on simplifie par 4πr dt et on a l'équation locale de conservation du nombre de particules, donc de neutrons par exemple, hein, en sphérique. On a donc traduit localement la conservation du nombre de neutrons en coordonnées sphériques. Si la diffusion est pure, la loi de Fick en coordonnées sphériques nous donne Jn égale moins d dn sur dr, et on obtient l'équation de continuité. C'est exactement la même qu'en thermique, hein, évidemment, avec n qui joue le rôle de la température, et alpha qui joue le rôle du petit p. Et évidemment, s'il n'y a pas de terme source, si alpha est nul, bah, on a l'équation de diffusion en sphérique. Voilà.
Donc je suis allé assez rapidement, hein, on reverra donc en TD, on redémontrera en TD ces équations sur certaines situations, parce que vous avez compris, c'est parfaitement analogue mathématiquement à ce qu'on avait vu sur les transferts thermiques. La généralisation, c'est pareil, ça va être très analogue. Donc si jamais il n'y a pas une situation particulière au sens géométrique, hein, eh bien on va devoir prendre comme volume une patate quelconque, fixe dans un référentiel, sa surface fermée sigma qui entoure la patate. On appelle d taux un petit élément de volume, m sa position dans la patate. On appelle ds un petit élément de surface sur la surface de la patate, p sa position. Le vecteur ds qui sera sortant, comme en thermique, et on fait un bilan de particules pour tout le volume de la patate entre t et t plus dt. On a donc le nombre de particules qui se déplacent macroscopiquement. J'ai dessiné quelques vecteurs JN un peu partout là. À la date t plus dt. Alors encore une fois, attention, hein, c'est le nombre de particules qui se déplacent. C'est pas le nombre de particules du support matériel. Hein. Donc c'est par exemple le nombre de molécules d'ammoniac, le nombre de molécules d'encre, le nombre de molécules d'atomes de bore, le nombre de neutrons. Moins la même chose à la date t. Alors c'est égal, alors, puisque là on peut pas, c'est très difficile de distinguer ceux qui rentrent et ceux qui sortent, eh bien on va globalement calculer delta n sigma, c'est-à-dire le nombre de particules qui traversent globalement la surface sigma pendant dt, dans un sens conventionnel qui a été choisi sortant entre guillemets. Ça veut dire que delta n indice sigma, il va être négatif si effectivement les particules sortent. Ça veut bien dire que le nombre de particules dans le volume V va diminuer. Par contre, delta n sigma sera positif si des particules, globalement, à travers la surface sigma, pendant dt, rentrent dans la patate, car à ce moment-là, le nombre de particules dans la patate va augmenter. Donc delta n sigma, c'est le nombre de particules qui traversent la surface sigma pendant dt, globalement, dans le sens conventionnel, sortant. Donc je répète, si c'est vraiment sortant, delta n sigma sera négatif, puisque ça provoquera une diminution du nombre de particules dans la patate. Et si effectivement, globalement, les particules rentrent à travers sigma dans la patate, à ce moment-là, NV va augmenter. Donc le terme, il est bien positif. Et puis, bien sûr, le terme source, l'intégrale triple de alpha dt. Alors, on rassemble, on va d'abord, oui, exprimer delta n sigma. Alors, puisque delta n sigma, c'est un nombre de particules qui traversent une surface pendant dt, ben, je peux utiliser le flux de particules, le débit de particules. Donc dn sigma at, donc le nombre de particules qui traversent la surface sigma à la date t. Bien sûr, en choisissant une convention, j'ai choisi la convention sortant. Alors pour la convention sortant, je dois mettre un signe moins. Alors l'explication, si globalement les particules sortent, on a dit tout à l'heure que delta n sigma était négatif, mais dn sigma est positif. Alors que si globalement les particules rentrent dans la patate, delta n sigma est positif, mais dn sigma va être négatif. Car dn sigma, c'est le débit de particules, le flux de particules qui a été défini sortant. Donc avec un produit scalaire avec ds. Voilà. Je vous l'ai mis ici. Donc ce débit, le signe moins je l'ai laissé, hein, et ce débit de particules, donc il est défini avec le produit scalaire, donc le flux à travers sigma, on met un rond parce que la surface est fermée, de Jn scalaire ds. Donc Jn scalaire ds, il est bien positif si les particules sortent, il est bien négatif si les particules rentrent. Bien. Alors, l'idée, c'est comme pour le cas général des transferts thermiques, c'est de rassembler tout ça sous une seule intégrale. Alors déjà, les dt se simplifient, et on va utiliser le théorème de Green-Ostrowski, qui lui est mathématique, hein, il est valable pour n'importe quel vecteur, pas que pour le vecteur JQ, on va l'appliquer pour le vecteur JN. Donc le flux de JN à travers la surface fermée sigma, c'est l'intégrale triple de divergence de JN sur le volume V à l'intérieur de la surface sigma, donc le volume de la patate. Avec des plus partout si on a bien respecté le flux sortant, donc le vecteur ds sortant. Voilà, ça y est. Donc je rassemble tout sous une seule intégrale. Égale 0. Et ça, c'est quel que soit le volume V. Il peut être très grand, très petit, il peut avoir n'importe quelle forme. Donc on admet, sans trop se poser de questions en physique, hein, mathématiquement ça pourrait prêter voilà, quelques digressions, que pour que ce soit vrai pour tout volume V, en fait il faut que la parenthèse soit nulle pour tout M, quel que soit M, quel que soit T. Vous pouvez rajouter quel que soit M, quel que soit T, puisque c'est l'équation locale de conservation du nombre de particules dans le cas général. Ça veut dire qu'on a traduit localement, par une équation mathématique, la conservation du nombre de particules qui se déplacent dans le support matériel en un point M de l'espace quelconque à une date T quelconque. Donc localement, en un point à une date T, on a traduit un phénomène physique, c'est celui de conservation du nombre de particules qui se déplacent dans le support matériel.
On ne peut pas faire plus général. Et c'est pour ça qu'on utilise l'opérateur divergence. Alors évidemment, vous reconnaissez mathématiquement la forme de l'équation locale de conservation de l'énergie sur les transferts thermiques, avec petit n qui remplace la température, avec Jn qui remplace le vecteur Jq, avec alpha qui remplace petit p, et sauf que pour la température, il y avait mu fois c forcément, hein. Alors en diffusion pure, on applique la loi de Fick voilà, générale. Le diff de grade, bah, c'est toujours le Laplacien, hein, ça aussi c'est mathématique. Et on obtient l'équation générale de continuité avec le Laplacien. Si alpha égale 0, donc s'il n'y a pas de terme source, bah, on a l'équation générale de diffusion. Voilà. Alors ça, je ne vous cache pas que c'est l'équation mathématique générale de diffusion avec le Laplacien quand il n'y a aucune direction de privilégié. Alors là, par contre, on a exactement la même si vous remplacez n par la température. Alors là, même chose, j'ai peut-être dit une bêtise, hein, l'équation de la chaleur avec la température et voilà, dTH à la place de D, donc il n'y a plus mu C, hein. Le mu fois C, la masse volumique pour la cavité thermique massique, c'était voilà, c'est ici qu'on l'aurait fait apparaître, hein. Mais bien sûr, on remplace D par dTH en thermique. Bien, donc analogie très forte dans tous les cas sur les équations locales, sur les vecteurs densité de flux, JQ, JN, sur le champ de température T et la densité particulière petit n, sur le coefficient de diffusion thermique grand dTH et le coefficient de diffusion grand D. Voilà, énormément d'analogies entre la loi de Fourier et la loi de Fick. Bien. Alors, pour finir le cours, des petites choses un petit peu hors programme ou des petites choses rappelées de première année. Donc, j'ai appelé ça cinquièmement les compléments. Donc, il y en aura 3. Les 5 demi, je crois que l'année dernière, j'en avais fait que 2. Petit a, la convection de particules. Alors, c'est hors programme. Il n'y a pas l'équivalent de la loi de Newton pour la convection thermique, si vous voulez. Et là, par contre, quand vous êtes confronté à un phénomène de convection de particules, normalement, systématiquement, vous aurez toujours la même situation, donc très simple, où le fluide support, donc par exemple l'air pour les molécules d'ammoniac ou l'eau liquide pour de l'encre, le fluide support, on suppose qu'il est en translation rectiligne uniforme. C'est-à-dire que le fluide support, il se déplace à une vitesse constante Vs. Voilà. S pour support, si vous voulez. Donc ça veut dire que toutes les gouttes d'eau, toutes les bulles de gaz, d'air, se déplacent toutes à la même vitesse, dans la même direction et dans le même sens. Alors bien sûr que ce n'est pas le cas général, mais c'est le seul cas qu'on vous proposera, sinon ça devient très compliqué, hein. Donc vous aurez forcément ce cas-là. Alors pour se fixer un petit peu l'esprit, bah, imaginons par exemple une cheminée d'usine avec des petites particules microscopiques de fumée, si vous voulez, hein, et du vent. Donc le vent, bah, c'est le support matériel ici, l'air, qui se déplace en convection. Et le vent, il serait dans cette direction-là, hein, bien sûr, il irait de la droite vers la gauche. Et on suppose que là, le vent, il est constant. Donc toutes les bulles d'air ont la même vitesse. Et on voit bien effectivement que ça va entraîner les particules microscopiques de fumée. On appelle ça un panache de fumée, donc dans le sens du vent. Donc la seule situation, alors c'est qu'on vous proposera en exercice, hein, c'est une convection du fluide support qui va donc entraîner la convection des particules microscopiques à l'intérieur. Alors là, on va tout simplement admettre que les particules microscopiques vont avoir la même vitesse que le fluide support. Donc, par exemple, les petites particules de fumée, elles auront la même vitesse que les petites bulles d'air, du vent, de l'air. Donc c'est la seule situation qu'on osera vous proposer, parce que sinon ça peut être un peu compliqué. On aura donc dans le support matériel, dans le fluide support, les particules microscopiques qui se déplacent dans le fluide support, donc par exemple des petites particules de fumée donc, dans l'air, ou les petites molécules d'ammoniac dans l'air, qui auront toutes la même vitesse. Alors, pour déterminer l'expression de J-convection, donc le vecteur densité de flux de particules, donc qui caractérise un déplacement de particules, mais pas pour la diffusion, donc pour la convection, eh bien, c'est toujours le même modèle que vous devez utiliser. On va choisir une surface S quelconque, en un point M, on va repérer par un point M, hein, qui est traversée perpendiculairement par les particules microscopiques qui se déplacent par convection. Et on va essayer de compter combien de ces particules microscopiques vont traverser la surface S pendant des T par convection. Alors pour cela, on va d'abord dire que par définition du vecteur densité de flux, le nombre de particules qui traversent S pendant dt, bah, c'est J convection fois S dt. Je ne m'embarrasse pas avec des vecteurs, des produits scalaires, puisque tout est dans la même direction, dans le même sens.
Donc ça, c'est la définition d'un vecteur densité de fluide particule, comme le JN. Alors maintenant, là où c'est un petit peu plus malin, on va dire qu'à la date t, toutes les particules microscopiques qui vont traverser la surface S pendant dt, à la date t, elles sont toutes contenues dans un volume cylindrique de surface S et de longueur vs dt. C'est-à-dire qu'entre t et t plus dt, toutes les particules microscopiques contenues dans ce volume vont traverser la surface S entre t et t plus dt. Celles qui sont ici, elles vont juste avoir le temps de traverser la surface S à t plus dt. Alors, il suffit de les compter. Donc on appelle petit n la densité particulière en particules microscopiques qui se déplacent dans le support matériel. On le prend en m à la date t, puisque dt on va le faire tendre vers 0 bien sûr. Et c'est donc fois le volume, donc S fois la longueur, vs dt. Il n'y a plus qu'à simplifier par S dt. Et vous avez donc l'expression de J convection, petit n fois vs. Alors évidemment, l'expression du vecteur J convection n'est pas à prendre par cœur, elle ne fait pas partie du cours, vous devez la redémontrer, et vous aurez normalement toujours la même situation, celle que je viens de vous préciser. Ce n'est pas du tout la loi de Fick, évidemment, ça n'a rien à voir avec un gradient de n, c'est pas du tout le phénomène de diffusion, c'est le phénomène de convection, donc déplacement par convection, déplacement macroscopique des particules par convection. Je n'en dirai pas plus sur ce complément. Alors, pour le petit b, le libre parcours moyen, là c'est plutôt des rappels de première année, on va revoir ensemble comment on peut évaluer le libre parcours moyen. Alors pour cela, j'aime bien prendre l'exemple des neutrons dans un barreau d'uranium. Donc là, vous avez un barreau d'uranium cylindrique d'axe X, et puis fixe dans un référentiel, bien sûr. Et là, vous avez donc les neutrons qui se déplacent en situation unidirectionnelle cartésienne, donc selon l'axe des X, avec tous les neutrons, donc globalement, en moyenne, macroscopiquement, ils ont tous la même vitesse moyenne. Microscopiquement, bien sûr, pas du tout, puisque ça s'agite un peu dans tous les sens, mais globalement, comme on l'a expliqué, ce qui nous intéresse, c'est le déplacement moyen des neutrons, ça se fait vers les x croissants, avec à peu près la même vitesse moyenne qu'on appelle petit u, dans la direction et le sens des x croissants. Alors je vais imaginer un petit morceau d'étau de l'ordre du micromètre cube d'uranium, et je fais un zoom. Dans ce petit élément de volume d'étau, j'ai donc des noyaux d'uranium, grand U, fixes. Voilà. Je vais dire qu'il y en a petit n fixe par mètre cube, donc petit n indice x, c'est la densité de noyaux d'uranium, c'est la densité donc de particules fixes dans le support matériel, donc c'est en mètre moins 3. C'est donc le nombre de noyaux d'uranium par mètre cube présent dans le barreau d'uranium. Et chaque noyau a une section efficace, sigma, en mètre carré. Alors ça veut dire qu'en effet, un noyau d'uranium, c'est une cible. Et le noyau d'uranium, en réalité, il n'est pas ponctuel, même s'il est très 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 petit, c'est pas un point. Donc c'est un peu comme une cible, il a une certaine surface, une section, une surface efficace. Ça veut dire que pour que les neutrons percutent le noyau d'uranium, ils ne sont pas obligés de le percuter juste au milieu, juste là, au point qui est ici. Les neutrons, ils peuvent percuter la cible en n'importe quel endroit, et on considérera qu'il y a un choc et que les neutrons vont alors être perturbés et changer de direction. Donc voilà pourquoi, si on appelle petit n évidemment le nombre de neutrons par mètre cube, donc la densité particulière en particules qui se déplacent, on va pouvoir compter combien de neutrons percutent la cible, une cible, pendant dt. Alors on vient de voir un raisonnement similaire, même si c'est pas de la convection ici, on est bien d'accord, on est dans un solide. On va compter le nombre de neutrons qui percutent une cible pendant dt. Donc entre t et t plus dt, le nombre de neutrons qui percutent une cible pendant dt, ils sont tous contenus dans le volume de surface de section sigma et de longueur u dt. Ça veut dire que les neutrons qui sont ici vont juste avoir le temps de venir percuter la cible, donc de subir un choc. Voilà pourquoi on dira que pour un noyau d'uranium fixe, il y a donc petit n sigma u dt choc pendant dt. Donc il y a petit n fois sigma u dt, c'est le volume, petit n, c'est le nombre de neutrons par unité de volume, donc n sigma u dt, c'est bien le nombre de neutrons qui vont percuter une cible pendant dt, c'est bien le nombre de chocs pendant dt. Ensuite, pour tous les noyaux d'uranium contenus dans l'élément de volume d'étau, voilà, pour tout l'élément de volume d'étau, il y aura donc combien de chocs de neutrons sur les noyaux d'uranium? On suppose qu'il se passe la même chose pour chaque noyau d'uranium, on va juste multiplier par le nombre de noyaux d'uranium présents dans des taux. Donc petit n fixe fois des taux, donc le nombre de noyaux d'uranium dans des taux. Et donc n sigma u dt n fixe des taux, c'est donc le nombre de total de chocs pour tous les neutrons dans des taux pendant dt. Alors maintenant l'astuce, c'est de dire que si on considère que l'élément de volume d'étau c'est 1 sur n,
N, c'est le nombre de neutrons par unité de volume. Donc 1 sur N, c'est le volume occupé par un proton. Donc si dt c'est 1 sur N, ça veut dire que dans l'élément de volume dt, il y a un seul proton. Et si pour la durée dt, je prends L sur U, avec L le libre parcours moyen et U la vitesse moyenne, bah dt c'est le temps entre deux chocs, puisque c'est le temps que met un neutron pour parcourir petit l son libre parcours moyen. Donc si je prends dτ égale 1 sur n, il y a un seul proton dans le volume dτ. Si je prends dt égale L sur U avec L le libre parcours moyen et U la vitesse moyenne d'un neutron, bah dt c'est justement la durée entre deux chocs. Ça veut dire que je vais pouvoir considérer que le nombre de chocs pendant dt, bah, c'est 1. Donc si dτ égale 1 sur n et dt égale L sur U, je vais considérer qu'il y a un seul choc entre les neutrons et les noyaux d'uranium pour ce dτ et ce dt. J'écris donc 1 égale bah, n sigma u dt n fixe dt, remplaçant dt par L sur U et dt par 1 sur n. Et au miracle, ça me donne l'expression de L, le libre parcours moyen, donc 1 sur sigma n fixe. Alors bien sûr, ce raisonnement que j'ai tenu concrètement avec des neutrons et des noyaux d'uranium, vous pouvez le tenir avec de l'ammoniac dans l'air. Sauf que là, bon, il faut imaginer que les cibles, donc les molécules de diazote par exemple, bah, restent fixes pendant la durée d'été, quoi. Mais l'expression, c'est toujours la même, dans les gaz, dans les solides, dans les liquides. Donc 1 sur sigma n fixe, sigma étant la section efficace, donc la surface de la cible des particules du support matériel, et n fixe, la densité en particules du support matériel. Donc n fixe, c'est la densité en noyau d'uranium, sigma, c'est la section efficace d'un uranium, et si on était dans l'air, n fixe, ce serait la densité en molécules de O2 ou de N2, et sigma, bah, la section de la cible O2 ou N2. Alors justement, on va en profiter pour retrouver le résultat dans un gaz. Donc si je prends une molécule de diazote, par exemple, son rayon c'est à peu près 0,3 nanomètres, donc sa section efficace, c'est la section d'un disque de rayon petit r, c'est à peu près 2,8 10-19 mètres carrés. Pour avoir n fixe, donc le nombre de molécules de diazote et de dioxygène par mètre cube, je vais dire que c'est le nombre d'Avogadro sur le volume molaire. Le volume molaire d'un gaz à 25 degrés sous un bar, c'est à peu près toujours la même chose, c'est à peu près 22 litres par mol. Le nombre d'Avogadro, c'est le nombre de molécules dans une mole. Donc j'en déduis 3 10 puissance 25 mètre moins 3. Donc c'est le nombre de molécules de diazote, de dioxygène, de CO2, etc. de toutes les molécules dans un gaz, donc dans l'air par mètre cube. Donc en appliquant la petite formule qu'on a démontrée avant, ça me redonne bien L de l'ordre de 0,1 micromètre. Voilà, donc je retrouve bien l'ordre de grandeur du libre parcours moyen pour une particule microscopique, n'importe laquelle, dans un gaz, voilà, dans l'air en particulier. Et enfin, pour terminer, un dernier petit complément, donc la RQS en diffusion. L'approximation des régimes quasi-stationnaires qu'on a abordé pour les transferts thermiques, elle va être aussi utilisée en diffusion, on le verra en TD dans certaines situations. Alors si je considère effectivement une plaque de silicium, par exemple, d'épaisseur E, je vais considérer que j'ai une densité particulière N1 en atome de bord à gauche et N2 en atome de bord à droite, en supposant que N1 est plus grand que N2. J'aurai donc un déplacement par diffusion d'atomes de bord caractérisé par Jn. J'ai bien l'équation de diffusion démontrée en fonction de x en situation unidirectionnelle cartésienne. Et je vais considérer que, évidemment, je ne sais pas la résoudre à la main. Voilà, j'ai pas l'outil informatique, Python, et j'ai pas envie de me limiter à l'analyse dimensionnelle. J'ai envie de faire des choses un petit peu plus précises. Et je sais que N1 dépend du temps et que N2 dépend du temps, donc je ne peux pas dire que c'est strictement stationnaire. C'est par exemple le nombre d'atomes de bord, N1, il va diminuer lentement au cours du temps, parce que bah, les atomes de bord, j'en ai mis une certaine quantité, et petit à petit, bah, ils s'en vont et ils se déplacent dans le silicium. Et N2, ça peut être 0, ou alors ça peut être les atomes de bord qui arrivent à sortir de la plaque du silicium. Mais en tout cas, j'ai un phénomène qui dépend du temps, donc qui n'est pas strictement stationnaire. Alors l'idée, c'est de se dire, bah, je peux peut-être me placer dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires, donc des régimes variables, mais pas trop, en supposant que N1 et N2 varient très lentement dans le temps. Alors le mieux, c'est de regarder le critère de validité, qui est le même ici pour la diffusion de particules. Taux diff, le temps de diffusion, donc le temps que mettent les atomes de bord pour traverser l'épaisseur E à peu près en ordre de grandeur, c'est donc E carré sur grand D. Et delta T, c'est le temps caractéristique de variation de N1 et N2 au cours du temps. Bah, en effet, si taux diff reste très très petit devant de grand delta T, bah, je peux considérer que le temps que N1 varie dans le temps, les particules auront largement eu le temps de traverser. Donc je vais pouvoir considérer que pendant que la diffusion est efficace dans l'épaisseur E,
N1 de t aura quasiment pas varié dans le temps si taux diff est très petit devant delta t. Donc par exemple, si taux diff c'est de l'ordre, je sais pas, d'une minute et que delta t c'est de l'ordre d'une journée, il n'y a pas de problème, je peux me placer dans la RQS. Et donc dans la RQS, en fait, on néglige dn sur dt. On suppose que le taux de variation de n en fonction du temps va être très très faible, donc on va le prendre quasiment nul, pour pouvoir avoir une expression approximative, mais un peu plus rigoureuse quand même que l'analyse dimensionnelle toute simple. On a alors la dérivée seconde de n par rapport à x qui vaut 0, donc mathématiquement on retrouve petit n a de tx plus b de t, avec les conditions limites n égale n1 en x égale à 0, n égale n2 en x égale e, on a l'expression, donc la forme mathématique de nxt. Avec la loi de Fick, on a l'expression de Jn, et on peut en déduire bien sûr le débit, le flux de particules, Jn fois S. Et là, bah tiens, qu'est-ce qu'on retrouve? Une loi d'Ohm. Et là, on va retrouver une loi d'Ohm. Voilà. Comme la loi d'Ohm thermique, qui était valable en quasi-stationnaire, on va avoir une loi d'Ohm pour la diffusion. Alors celle-là, elle n'est pas au programme. Alors on la constate, on l'observe souvent dans les problèmes, on vous la refait démontrer, on vous fait faire un commentaire. Mais je trouve que c'est bien d'en avoir entendu parler avant et d'avoir mis ça un petit peu dans le cours. On définit alors une résistance à la diffusion, RDiff, qui vaut E sur ds. Donc on avait E sur lambda S pour la résistance thermique, hein, donc c'est vraiment très similaire à la résistance thermique. Donc la résistance à la diffusion, c'est-à-dire que le milieu, le support matériel, résiste, essaie de gêner, essaie d'empêcher le déplacement des particules microscopiques. Et on voit bien que plus grand d est petit, donc plus le coefficient de diffusion est petit, plus c'est difficile pour les particules microscopiques pour se déplacer dans le support matériel. Par exemple, pour les atomes de bore dans le silicium, c'est plus difficile que pour l'ammoniac dans l'air. Donc on a bien cette notion de résistance. Donc l'unité, on pourrait voir que c'est mètre-1 seconde, donc c'est en fait l'inverse d'une vitesse. Juste pour conclure l'analogie entre les trois phénomènes, alors bien sûr en électricité on a V1 V2, différence de potentiel électrique en volts, T1 T2, différence de température en Kelvin, N1 N2, différence de densité particulière en mètre-3. Le flux, c'est le flux de charge, l'intensité électrique en ampères ou en coulomb seconde -1, le flux thermique en watts ou en joules seconde -1, le flux de particules ou de débit de particules en nombre de particules par seconde, la résistance électrique en ohm, la résistance thermique en Kelvin watt-1, la résistance à la diffusion, on vient de le voir, en mètre-1 seconde, le déplacement de charge en coulomb, le déplacement d'énergie en joule, le déplacement de particules, qui n'a pas de dimension, et bien sûr les lois d'Ohm correspondantes, donc la loi d'Ohm historique pour l'électricité, la loi d'Ohm thermique, et la loi d'Ohm pour la diffusion. Alors la loi d'Ohm thermique, on a vu qu'elle était valable bien sûr en strictement stationnaire, mais aussi en quasi-stationnaire. La loi d'Ohm pour la diffusion, elle est valable aussi bien sûr en stationnaire, ça je ne voulais pas traiter, on le verra en TD évidemment, mais elle est aussi valable en quasi-stationnaire, je viens de vous l'expliquer. Et la loi d'Ohm pour l'électricité, elle est valable en stationnaire, on verra qu'elle est aussi valable en quasi-stationnaire, évidemment en électricité quand l'intensité varie dans le temps. Voilà, donc ce sera tout pour ce cours. Donc en fait, j'ai traité tout le chapitre grand 2. Alors, je vous rassure, hein, je n'aurais pas pu le faire en 2 heures vendredi. Donc on va dire que cette vidéo que vous avez toute l'après-midi pour voir, revoir tant que vous voulez, elle va compter aussi pour lundi matin. Ça veut dire que si lundi matin, je ne peux pas être en présentiel avec vous, eh bien, lundi matin, vous allez pouvoir reprendre cette vidéo ou la deuxième partie, la reprendre à tête reposée. Hein, j'ai préféré vous traiter tout le chapitre, vous fournir en PDF tout le chapitre, mais c'est clair que vous allez pouvoir prendre votre temps et certainement reprendre ça lundi matin. Alors si lundi matin je peux revenir en présentiel, hein, je l'espère, je pense que ça durera pas si longtemps, cette histoire, on fera une séance de TD, et puis cette vidéo évidemment, moi, je vais pas reprendre le cours, hein, cette vidéo comptera et mardi, on pourra attaquer le prochain chapitre sur la mécanique des fluides. Donc, je vérifie qu'au niveau des documents, je vous ai tout présenté. Voilà. Alors, n'hésitez pas, comme je l'ai mis sur Pronote, dès 13h30, hein, pour ceux qui voudraient commencer à voir la vidéo à midi et qui auraient des questions tout de suite, dès 13h30, si vous avez des questions donc sur le cours, les commentaires, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, collectivement ou individuellement. Toute l'après-midi, je suis disponible pour répondre à vos mails et répondre à vos questions. Et puis si tout va bien, la semaine prochaine en présentiel, vous allez pouvoir me reposer les questions sur ce cours, notamment les 3,5 si vous n'avez pas tout bien saisi. De toute façon, je vais vous envoyer ce week-end sur Pronote le TD correspondant à ce chapitre. Et le DL, je l'ai déjà donné sur ce chapitre, mais le TD, je vais vous l'envoyer par mail certainement cet après-midi ou demain matin. Et on attaquera les applications sur ce chapitre dès mercredi après-midi, donc on ne perdra pas de temps.
Et ce n'est pas au programme de colle, bien sûr, pour la semaine qui vient, si on peut faire des colles. Et ce n'est pas au programme de l'interro, évidemment, de mardi prochain, si on peut faire l'interro. Allez, bon courage à tous. Hein, en PSI, malgré les difficultés, on tient le coup, on est toujours debout et on va se serrer les coudes et ça va pas mal se passer pour les 3 demi, vous inquiétez pas.